Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Par le sénateur Pierre Fauchon. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer le double sentiment que j'éprouve en accueillant ce colloque. J'aimerais dire que c'est à la fois le lieu et le moment. Le lieu, puisque vous êtes au Sénat et qu'au nombre des quelques qualités reconnues à cette noble assemblée figure, vous le savez, la pratique de l'esprit de tolérance. C'est une maison où la tolérance est de règle, et non simplement cette tolérance apparente qui relève de la politesse, mais cet esprit de compréhension qui fait que le dialogue s'établit très naturellement, assez amicalement même, entre personnes appartenant à des partis et professant des points de vue tout à fait différents. Ce qui ne va pas sans difficulté, vous aurez l'occasion de le dire les uns et les autres. Parce que ce mot de tolérance a tout de même un aspect un peu équivoque. L'on disait naguère, on ne peut pas tolérer l'erreur, il n'y a pas de tolérance pour l'erreur. Or justement, si la tolérance, c'est tolérer que les autres n'aient pas la même opinion que vous, n'est-ce pas qu'on estime qu'ils sont quelque peu dans l'erreur? Mais enfin, nous pratiquons dans cette maison la tolérance en essayant de faire en sorte qu'elle ne soit pas une idéologie doucereuse, mais plutôt une idéologie de la douceur et de l'humanisme. Et bien entendu, cette valeur a ses limites, dans lesquelles je n'entrerai pas en détail puisque je ne suis pas là pour vous livrer mes réflexions sur le sujet. Le deuxième point que je souhaitais mentionner, c'est évidemment le moment. Et ce constat est peut-être moins souriant. Parce que nos sociétés, en proie à la mondialisation, sont également confrontées à de terribles problèmes, de deux ordres bien distincts mais dont les effets négatifs se conjuguent et qui interpellent notre capacité de réflexion, aux uns et aux autres. Il s'agit d'une part du problème extérieur de la relation de l'homme avec son milieu et donc de son développement durable, et d'autre part du problème interne à l'humanité, de ses relations avec elle-même, autrement dit, des relations entre les groupes sociaux qui la composent, groupes religieux, groupes philosophiques, groupes de pensée, etc. L'esprit d'intolérance connaît dans le monde où nous vivons une recrudescence qui présente quelque chose d'effrayant et qui constitue pour l'humanité une forme de menace interne. Cette menace, conjuguée avec la menace externe de notre relation à l'environnement, fait que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on pourrait l'imaginer. Ce colloque s'insère au cœur de cette problématique à la fois riche et complexe. Je souhaite qu'il soit très vivant, très créatif, et que le message de paix qu'il apporte rayonne au-delà des participants qu'il contribue à enrichir et peut-être à apaiser ou à éclairer quelque peu. Puisse-t-il mettre un peu plus de lumière et de paix dans les sociétés où nous vivons. Allocution de Nicole Hamelin. Ancienne ministre, députée, vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je n'ai pas la prétention de faire un exposé scientifique ou philosophique sur le sujet de la tolérance, mais je souhaite vous livrer simplement mon expérience tirée de la vie politique et également de cette idée de la centralité de la tolérance dans notre vision du monde contemporain. J'associe tout d'abord à cette notion le poids des Lumières. Le XVIIIe siècle a été fortement marqué par le cosmopolitisme et par un grand nombre d'idées neuves. Celles du libre arbitre, de l'autonomie de la personne, de la liberté de conscience, de cette osmose entre l'homme et son environnement, notamment la nature, magnifiquement illustrée dans l'opéra de Mozart La Flûte enchantée. Il faut citer également le concept moderne du droit des gens dont Kant a su faire une perspective historique, et cette idée formidable de paix universelle, portée par l'abbé de Saint-Pierre qui avec audace avait réussi à faire admettre que les droits attachés à la personne humaine, droits politiques, droits économiques et sociaux sont des facteurs de paix durable. Comment ne pas prendre en compte tout cet héritage des Lumières qui, s'il ne s'est pas renforcé après la Révolution, reste tout de même un héritage exceptionnel? J'en citerai les trois grands axes. Premièrement, le basculement essentiel de la souveraineté royale à la souveraineté nationale. Deuxièmement, la trilogie républicaine. La tolérance n'est-elle pas en effet le socle commun de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? La liberté politique c'est la liberté d'expression, la liberté de penser. L'égalité c'est l'égalité devant la loi, ce qui implique de reconnaître l'autre dans sa différence mais aussi dans son égalité. La fraternité en est bien sûr une expression directe. Et il existe un troisième héritage de la Révolution qui est cette Déclaration des droits de l'homme,
déclaration qui constitue aujourd'hui encore l'ambition majeure des sociétés contemporaines, même si ce droit des gens a sérieusement souffert depuis que des guerres, qu'elles fussent européennes ou mondiales, sont allées jusqu'à la négation même du genre humain. Ainsi cette notion de tolérance qui renvoie certes d'abord à l'engagement individuel, à la vertu première, est-elle parallèlement une valeur sociale, politique, culturelle, tout à fait centrale. Cette notion renvoie bien sûr à l'ouverture, mais exige également d'aller plus loin que la compassion et le souci des autres. La tolérance doit être une vertu, une éthique, le fondement d'une vie constructive au service des autres. Elle doit inclure le souci permanent de faire de la différence, de la diversité une richesse. La tolérance est l'acceptation du dissemblable et c'est également une façon intelligente de regarder, sous tous leurs aspects, les différents enjeux auxquels nous sommes confrontés. J'en citerai 3 pour ne pas allonger ce propos d'ouverture. Le premier est que la tolérance, je le disais précédemment, est l'unité de la République et le ciment de la démocratie. Il n'est que de prendre l'exemple de l'immigration. La France n'a pas vocation à être une juxtaposition de mosaïques, et en aucun cas le berceau d'un communautarisme qui, à certains égards, évoque une forme d'exclusion. Or, dans tous les défis de la société contemporaine, notamment celui de la discrimination, nous sommes confrontés à l'inverse de ce que l'on pourrait espérer en termes de tolérance. La discrimination et la tolérance sont antinomiques. Comment demander à des jeunes issus de l'immigration d'adhérer aux valeurs culturelles, sociales ou politiques de la France s'ils portent par ailleurs un regard de méfiance sur leur propre culture, c'est-à-dire de ce qu'ils sont? Face à ce défi de l'intégration, la réponse est la laïcité. La laïcité moderne est une expression très forte de la tolérance, du respect de la différence et bien plus encore, du sentiment qui doit être de plus en plus partagé que la diversité est une richesse. Dans nos sociétés multiculturelles, il importe de garder à l'esprit que la tolérance est également une condition de la cohésion sociale. Autre exemple, celui de la mondialisation qui recèle un potentiel formidable. Il n'existe aucun pays qui ait réussi en dehors de cette ouverture économique. La mondialisation a généré une formidable évolution en termes de communication, et cette évolution concerne bien évidemment aussi les valeurs. Ma propre expérience, notamment celle d'ambassadeur, m'a permis d'observer qu'il existait une opportunité extraordinaire de faire passer, via les nouvelles technologies, un certain nombre d'idées sur les questions sociales, susceptibles de faire progresser la démocratie partout dans le monde. L'un de mes plus beaux souvenirs me renvoie au Yémen, où j'ai pu apporter une aide à des femmes dans l'organisation d'élections libres. Si toutes ne furent pas élues, toutes ont cru du moins à leur propre destin et à celui de leur démocratie. Je crois vraiment que nous avons un regard nouveau à porter sur la mondialisation, à partir d'une vision de la tolérance proche à divers égards, de ce concept de fraternité universelle qui fut également un grand thème du XVIIIe siècle. Cela m'apparaît d'autant plus important que nous traversons une forme de crise des valeurs et que la mondialisation, si nous n'y prenons garde, peut donner le sentiment de nourrir un matérialisme sans âme et au mieux une pensée globale. Nous avons à démontrer que la mondialisation porte également un nouvel esprit, une nouvelle vision de l'autre. Nous devons d'abord sortir des paradigmes qui nous ont longtemps fait croire que l'Occident était la seule référence, le centre du monde. Puis nous poser la question de la solidarité. Car la mondialisation implique la solidarité. Pour que l'économie globalisée conduise vers un développement juste et durable, il faut qu'elle se recentre sur l'homme. Quel sens aurait la croissance dans le monde, si elle n'allait pas vers le bien-être de l'humanité? Ce qui veut dire que cette solidarité doit associer des éléments très importants en termes social et environnemental. C'est ce qu'on appelle le développement durable, et qu'il lui appartient de le faire avec un regard beaucoup plus ouvert sur les devoirs communs qui sont les nôtres au sein du monde contemporain. Troisième exemple. Face aux nouveaux risques, aux nouveaux enjeux, la politique internationale doit aussi intégrer une nouvelle dimension. Le terrorisme, la précarité dans le monde, les risques de conflit nous interpellent au sujet de l'attitude qui doit être celle des nations développées, y compris dans le cadre du multilatéralisme et des Nations Unies qui sont l'encadrement aujourd'hui essentiel et important de la nouvelle donne internationale. Il s'agit d'un enjeu tout à fait décisif,
Parce que nous avons à faire progresser l'idée de tolérance sous une forme moderne qui est celle du dialogue des cultures, des civilisations et des religions. Rien ne serait pire que d'observer l'inverse. Et l'on voit bien que l'un des risques du XXIe siècle est de voir se multiplier des confrontations qui pourraient effectivement nous conduire à des situations extrêmes. Tel est déjà le cas en ce qui concerne le terrorisme international. Ce dialogue portant respect pour la cohésion sociale, solidarité dans le cadre de la mondialisation, sur quoi doit-il porter ? Je voudrais reprendre l'expression de Boutros Boutros-Ghali, à qui il m'est arrivé de rappeler ce mot exceptionnel qu'il avait eu en parlant de l'irréductible humain. Les droits fondamentaux attachés à la personne humaine dans le monde, qu'il s'agisse des droits civils, politiques, sociaux et économiques, ne doivent pas être notre plus petit dénominateur commun mais l'irréductible humain, le socle des valeurs fondamentales qui inspirent le monde contemporain. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas simplement une satisfaction intellectuelle, c'est pour moi la condition d'une forme de survie de l'humanité, qui passe encore une fois par le retour de l'humain au centre de la vision politique du monde. Ce dialogue entre les cultures, il faut que nous le développions à tous les niveaux. Il est essentiel, il doit être fort. Il doit être conduit parce que l'Europe, me semble-t-il, a des responsabilités à cet égard. Par son héritage philosophique, son héritage spirituel, son héritage politique, l'Europe peut être au cœur de cette dynamique d'avenir. Puis-je dire que pour mettre en place tout cela, 3 choses sont nécessaires. D'abord, renforcer le droit. Le droit est au service de cette valeur de tolérance, comme il est au service de la dignité des hommes. Il faut renforcer la société civile. Il faut se réjouir aujourd'hui de la montée en puissance, non pas d'une opinion publique internationale au vrai sens du terme, mais d'une intelligence en réseau, d'une solidarité en réseau, d'une pensée en réseau qui est quelque chose de tout à fait essentiel pour nous, politiques, notamment sur le plan international, parce que nous nous appuyons constamment sur les fondations, les ONG, sur toutes celles et tous ceux qui se sentent réellement impliqués dans cette réflexion et dans cette action dans le sens de l'humanité. Et puis, en 3e lieu, je voudrais dire pour citer Voltaire, que la tolérance, ce n'est pas tolérer l'intolérable. Notre capacité d'indignation, à tous les niveaux, quant à ce qui est inacceptable dans les sociétés contemporaines, est un principe actif. Il doit être, à l'image de la tolérance, un gène organisateur d'une société responsable qui fasse de la dignité et du respect de l'humanité des valeurs premières. Nous avons chaque jour des raisons de nous indigner. J'étais et je suis toujours en charge de la question des femmes. Comment peut-on ne plus l'être quand on l'a été et quand on se sent autant engagé ? Je souhaite terminer par quelques mots à leur sujet, parce que partout dans le monde les femmes sont toujours les premières victimes des souffrances, des conflits, des violences, et partout dans le monde elles sont aussi les premières forces de progrès et de transformation sociale et culturelle. Par l'apport qui peut être le leur dans la société, je pense qu'elles sont capables, parce qu'elles portent la vie et qu'elles sont au cœur de la vie, de faire de cette valeur de la tolérance une véritable valeur du XXIe siècle. En évoquant ici cette valeur première, nous progressons déjà dans cette direction. Allocution de Hanifa Mezoui, chef de la section des organisations non gouvernementales de l'ONU. Le dialogue des cultures et des religions est de retour aux Nations Unies. Il reprend vie grâce au débat thématique informel qui a été organisé le 10 mai 2007 à l'Assemblée générale sous le thème « Les civilisations et le défi de la paix, obstacles et possibilités ». Ainsi, le sujet que nous abordons ici est clairement au cœur même du mandat des Nations Unies. La Fondation Ostad Elahi, en organisant ce colloque, nous propose un thème plus que jamais fondamental et je l'en remercie du fond du cœur. Dès à présent, je tiens à saluer son action en faveur d'une perspective universelle de l'éthique et de la solidarité, puisque cette même démarche est activement encouragée au sein même des Nations Unies. L'homme ne peut accepter son prochain avec ses différences, et donc répondre aux besoins de tolérance et de solidarité, que s'il s'applique à rechercher sa propre dimension spirituelle, qui le conduira vers la compréhension de son être et l'acceptation de soi-même. Cette notion de tolérance est une question de survie pour l'Organisation des Nations Unies. D'une part parce que sans elle, le dialogue entre plus de 192 États membres serait très difficile. D'autre part parce qu'il s'avère que la tolérance est l'une des conditions essentielles à la paix qui est, comme vous le savez tous,
l'objectif premier de l'ONU. Son Excellence Cheikh Aya Rachida Khalifa, la présidente de la 61e session de l'Assemblée générale en est consciente. Et c'est pourquoi elle a ouvert 2 jours de discussion en faveur du dialogue entre les cultures et les religions, en estimant, je la cite, qu'il est important de reconnaître que la culture n'est pas seulement un facteur de coexistence et de réconciliation, mais aussi un instrument pour le progrès et la prospérité. De même, elle a expliqué qu'il est impératif de mettre un terme à l'utilisation abusive qui est faite de la religion dans la société contemporaine, et de rejeter les idéologies extrémistes qui menacent sévèrement la paix et la compréhension entre les nations et les peuples. L'organisation de plusieurs tables rondes sur le thème est donc le signe que l'ONU et la communauté internationale entendent bien perpétuer cette tradition d'ouverture et de communication entre les peuples. Cette volonté s'est également exprimée par la voix de notre nouveau secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui a déclaré à cette occasion : nous devons réaffirmer cette vérité selon laquelle la diversité est une vertu, et non une menace. Après que l'année internationale des Nations Unies pour la tolérance en 1995 ait été proclamée par l'Assemblée générale, et que l'Assemblée générale ait invité les États membres à célébrer la Journée internationale de la tolérance le 16 novembre de chaque année, et la déclaration du millénaire en septembre 2000, qui marque le point de départ du dialogue des civilisations et constitue la suite logique du travail entrepris par la tolérance et le mélange des cultures aux Nations Unies. Cette déclaration renferme les valeurs fondamentales qui doivent sous-tendre les relations internationales au XXIe siècle, valeurs de tolérance, laquelle consiste notamment à promouvoir activement une culture de la paix et le dialogue entre les civilisations et suppose que les autres humains se respectent mutuellement dans toute la diversité de leurs croyances, de leur culture et de leur langue. Le véritable tournant sur les questions d'éthique et de tolérance a été pris en 2001 lorsque l'Assemblée générale a entamé son année par un débat consacré au dialogue entre les civilisations. C'est l'UNESCO, comme vous le savez, qui a été désigné principal responsable de la mise en œuvre de l'année des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations. Elle fut chargée d'accueillir favorablement les projets élaborés, en vue de traduire dans la réalité le concept de dialogue entre les civilisations. Si l'ONU s'est saisie de ce sujet, c'est principalement pour rappeler que le processus de mondialisation actuel n'est pas seulement économique, financier et technologique, mais qu'il constitue également un défi profondément humain. Le dialogue entre les civilisations peut constituer le visage humain de la mondialisation. Après la tragédie des 2 guerres mondiales, l'ONU s'est constituée dans cette recherche de valeurs morales et éthiques communes, en entreprenant de codifier des normes juridiques universelles permettant de transcrire les droits universels qui correspondent à la dignité inhérente à la personne humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme est née de la reconnaissance de ces valeurs. Il s'agissait d'une codification des valeurs fondamentales existantes et communes à tous les peuples, plutôt que de la création de nouvelles valeurs. La Charte de l'Organisation, en proclamant la dignité et la valeur de la personne humaine, l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que l'engagement des États membres à pratiquer la tolérance, a fixé le principe dans le cadre duquel devait s'inscrire ce dialogue. La tolérance est la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Elle ne peut qu'être intimement liée au but et aux principes énoncés dans la Charte. L'ONU, qui a pour vocation de rassembler tous les peuples du monde, doit nécessairement comprendre des femmes et des hommes de nombreuses religions, autant que sans religion. Son rôle n'est pas de nier ou de relativiser la contribution que chaque religion ou chaque tradition peut apporter au règlement des problèmes mondiaux. Il n'est pas non plus de prétendre que toutes les religions sont identiques. L'ONU encourage plutôt les fidèles de tous les cultes à apporter leur propre contribution, chacun à sa façon, et à chercher dans la contribution des autres non ce qui est étranger, voire rejeté, mais plutôt ce qui a valeur universelle et mérite une étude plus approfondie. L'ONU a été bâtie sur cette idée consistant à combler le fossé séparant les nations, à les unir par la Charte et à promouvoir la paix et le rapprochement des peuples à travers un processus de dialogue et d'échange. La tolérance constitue en ce sens un équilibre des pouvoirs entre des cultures inégales. Elle signifie qu'il faut non seulement accepter la différence,
mais également l'accueillir. La philosophie de la tolérance doit être formulée au nom de la liberté authentique et du respect de la pensée humaine. Elle doit se fonder sur le devoir moral de critiquer l'illusion. Une telle critique suppose que chacun fasse un effort sur lui-même pour se remettre en question. C'est probablement le plus difficile, mais aussi le plus indispensable impératif pour qui veut participer au débat public. Cet effort ne peut être imposé de l'extérieur, il relève de l'obligation personnelle. C'est en s'obligeant à cet effort que chacun peut être réellement tolérant, c'est-à-dire non pas croire n'importe quoi mais au contraire, refuser le conformisme, la manipulation idéologique, l'asservissement. La réelle tolérance sur le plan moral passe par le droit de critiquer les idées, elle implique également d'accepter la critique des autres. De grandes personnalités, fort heureusement, nous ont ouvert la voie. Je pense particulièrement à Gandhi qui avait coutume de dire « Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur ». Voilà un homme qui a prouvé que la tolérance n'est pas une simple valeur morale, mais un principe actif qu'il a contribué à inscrire dans la réalité et le quotidien de nos vies. Gandhi a œuvré pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies. Il a lutté contre la discrimination liée au système des castes et au statut des intouchables. Sa vie et son enseignement ont inspiré nombre de grands personnages pétris d'humanité, comme Martin Luther King, Steve Biko qu'on pourrait ajouter aujourd'hui au nom de Maïmonide, Averroès, Lacazette, Voltaire ou Lincoln. Dieu merci, ils sont encore nombreux, tous ceux qu'on pourrait citer. D'une manière plus personnelle et du côté de chez moi, je pense aussi à ces travailleurs du quotidien que sont les membres des ONG. Ils font de la lutte pour le respect de la tolérance une priorité. Je citerai particulièrement l'association Ni pute ni soumise, qui vient d'obtenir le statut consultatif aux Nations Unies. Elle publiait en 2006 un guide du respect qui a servi d'outil pédagogique lors des débats organisés à la demande des professeurs et des jeunes dans des collèges et lycées, mais aussi dans d'autres institutions intéressées par cette démarche, comme l'UNESCO. Très active dans le domaine, elle a aussi lancé en 2006 un concours artistique autour de la notion du respect intitulé Tremplin pour le respect. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans les différentes régions du globe. Tout comme l'injustice et la violence caractérisée, la discrimination et la marginalisation sont des formes courantes d'intolérance. L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre. Elle doit aider les jeunes à développer leur capacité d'exercer un jugement autonome, de mener une réflexion critique et de raisonner en termes d'éthique. La diversité des nombreuses religions, langues, cultures et caractéristiques ethniques qui existent sur notre planète ne doit pas être un prétexte à conflit. Elle est au contraire un trésor qui nous enrichit tous. On a dit parfois que la violence est l'ultime manifestation de l'inaptitude à s'exprimer. Le dialogue entre les civilisations est donc un appel. Il trouve son origine dans la sagesse collective des hommes et vise à éviter la violence dans son sens le plus large, en permettant une meilleure expression des idées et des aspirations quand bien même elles seraient divergentes. Un tel dialogue est intellectuel et culturel par essence. Les dernières décennies de ce millénaire, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, ont été marquées par un désir universel de promouvoir la paix, la tolérance et l'entente et d'assurer un mouvement social, économique et politique fondé sur la coopération et la solidarité internationale. Cela n'a pas été chose aisée à accomplir pour une organisation qui mêlait autant de religions et de cultures différentes. C'est pourquoi il me semble qu'il faut garder espoir et ne pas tomber dans le pessimisme dont certains font preuve. C'est en partie parce que l'ONU encourage l'engagement et le concours actif d'universitaires, de philosophes, d'intellectuels, d'artistes, d'historiens, qu'elle est capable d'avancer sur la bonne voie. Les personnalités réunies dans ce colloque sont toutes des représentants désignés et des bénéficiaires immédiats du dialogue et de l'échange. Elles en reconnaissent le bien fondé. C'est pourquoi je me sens particulièrement fière et honorée de participer à vos côtés à ces débats qui, j'en suis persuadée, seront riches et fructueux. Enfin, je tiens encore une fois à encourager la Fondation Ostad Elahi à poursuivre son action en faveur de l'approfondissement de ce que sont réellement l'éthique et sa pratique,
afin de favoriser l'esprit de tolérance et de solidarité entre les hommes, et le rapprochement des peuples et des cultures. La question que pose la Fondation, celle de l'éthique comme moyen de dépasser le conflit des valeurs, est aussi celle de l'adaptation de cette éthique au monde contemporain. Elle se rapproche grandement de la problématique avec laquelle l'ONU travaille au jour le jour. La Fondation Ostad Elahi et l'ONU ont en commun la volonté de chercher le respect et la dignité des êtres humains et l'atténuation de leurs souffrances. Il est nécessaire de continuer à œuvrer dans cette voie, non seulement pour faire émerger de nouveaux concepts universels mais également pour travailler à leur mise en pratique. Et cela ne peut se faire sans vous. Patrice Maniglier. Je voudrais avant toute chose vous dire la fierté que je ressens à être ici devant vous, aujourd'hui. Double fierté. D'une part parce qu'évidemment je suis ici comme vous autres, et cela seul est un motif de fierté, mais aussi d'autre part parce que j'y suis pour la seconde fois, puisque j'ai eu déjà le plaisir l'an dernier d'animer la journée sur la solidarité humaine. Aussi est-ce avec un plaisir redoublé que je remercierai d'abord le Sénat qui nous accueille, et tout particulièrement bien sûr le sénateur Fauchon, et le saluerai pour l'extrême audace avec laquelle il vient d'introduire cette journée. Vous connaissez en effet cette phrase odieuse et néanmoins mémorable de Paul Claudel, « La tolérance, il y a des maisons pour ça ». Quelle plus belle réponse pouvait-on y faire que celle du sénateur Fauchon disant il y a un instant « Le Sénat est bien une telle maison pour la tolérance ». Je souhaite également remercier Madame la Ministre et la Fondation Ostad Elahi, dont je souligne une fois de plus l'importance et la singularité au sein des acteurs de la société civile. Rappelons que la Fondation développe une tentative pour promouvoir ce que j'appellerais le besoin de penser. Ce besoin n'est pas réservé aux philosophes. Au contraire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.